l'oublie pas. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouh, c'est un bingo! Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, vos conneries? Tu me veux, je suis là. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Guillaume. Salut Bastien, salut tout le monde. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. Oui. C'est le début du week-end, donc tout va bien. Absolument. Puis on se retrouve pour un podcast, donc c'est cool. C'est que du bonheur, effectivement. Bienvenue à tous, comme on disait, dans ce nouvel épisode de Et toi, t'en penses quoi, notre petit podcast d'amour que nous aimons tant faire et partager avec vous. Aujourd'hui, alors vous l'aurez sans doute compris au titre, mais on va essayer de faire semblant que non. Aujourd'hui, on va vous parler d'un film, d'un réalisateur, je dirais pas controversé, c'est pas le mot, mais en tout cas beaucoup moqué, beaucoup moqué. Voilà, on va rester là-dessus. Beaucoup caricaturé. Très caricaturé, oui. Merci South Park. Et donc, on va essayer de vous parler d'une île, d'un futur qui finalement est dans notre passé, puisque le film se passe en 2019. On va vous parler de The Island, de Michael Bay, avec Ewan McGregor et Scarlett Johansson dans les rôles titres. Un film de 2005 qui s'appelle donc L'île. Merci les Québécois, pour une fois, par rapport à nos derniers épisodes, d'avoir fait un titre logique. Ça reste toujours savoureux. Moi, je comprends pas cette logique de traduire à ce point littéralement tous les trucs. Je trouve ça très drôle. Moi, j'adore qu'on ait ça à chaque fois, mais vraiment, c'est une mécanique que je ne comprends pas. C'est comme ça. C'est comme ça chez nos amis québécois. Donc le film, comme je disais, date de 2005. Il dure un peu plus de 2 heures, 136 minutes au compteur. Un budget de 120 millions pour un box-office mondial à la fin de son exploitation d'un peu plus de 162 millions de dollars américains. Donc un succès, pas un succès, pas un échec, un entre-deux. Un succès relatif, on va dire. Voilà ce qui caractérise beaucoup Michael Bay. Quoique non, en termes de commercial, je pense qu'il fait quand même de très beaux scores avec ses films généralement. Quoique, faudrait vérifier. Et donc à la musique quand même, notons-le, Steve Jablonsky, dont c'est la première collaboration avec Michael Bay, mais pas la dernière puisqu'il sera sur les 5 films Transformers. Alors je me permets, normalement on fait pas ça, il y en a un qui présente. Et j'ai une anecdote sur ce réalisateur, sur ce compositeur que j'ai apprise en voyant le film. Donc je remercie la personne qui m'a appris ça. En fait, quand le film a commencé, je ne savais pas qui faisait la musique. Et au début, aux premières notes, je trouvais que ça ressemblait un peu à du Hans Zimmer. Il est toujours partout. Et en fait, ce mec-là a travaillé avec Hans Zimmer quand il était très jeune. Hans Zimmer l'a fait venir et il lui a mis un peu le pied à l'étrier pour composer des musiques de films. Donc le parallèle vient de là parce qu'en fait, ce mec a travaillé pour Hans Zimmer littéralement. Voilà. Un élève. Exactement. Et je Incroyable. trouve que sans le savoir, moi je m'étais fait le lien entre eux, il y a une forme de filiation. Mais du coup, quand on sait ça, on comprend encore plus. Et ce qui est drôle, c'est que ça m'a pas fait penser à des musiques d'un film de Hans Zimmer, ça m'a fait penser à des musiques de plein de films de Hans Zimmer, y compris des musiques qui sont sorties après. Donc il n'y a pas du tout une logique, je suis pas en train de dire il a copié, mais je trouve qu'on retrouve vraiment ce style-là dans sa musique. En tout cas, on aurait peut-être un manque d'identité, finalement, même s'il n'y a pas de copie, mais un manque d'identité dans la musique de The Island. Il y a de grosses inspirations, quoi. C'est des inspirations, c'est pas du plagiat. Exactement, voilà. C'est très zimmerien. Voilà. Du coup, écoute, je vais quand même te poser la question. Quel est ton premier souvenir du film, là, comme ça, à brûle pour point? Écoute, je m'en souviens très bien parce que j'ai vu ce film pour la première fois hier soir. J'ai dit quand on a teasé l'épisode la dernière fois que j'avais jamais vu de film de ce réalisateur. Je vais revenir dessus, c'est pas vrai parce que j'ai vu Pearl Harbor quand même, de Michael Bay. Pas le meilleur. Moi en l'occurrence j'avais beaucoup aimé ce film-là, mais pour le coup c'est le seul que j'ai vu de lui. J'ai vu un tout petit bout du premier Transformers, mais je n'aime pas Shia LaBeouf, donc je n'ai pas vu le film jusqu'au bout. T'aurais pas vu Armageddon aussi? Mais je suis pas sûr. Oh là là. Peut-être un trou dans ma filmographie. Vous pouvez m'insulter en commentaire. Non, on parle de Michael Bay. Personne ne t'insultera de ne pas avoir vu ses films, car les gens ont honte d'aimer ses films. C'est un réalisateur qu'on aime détester, mais on y reviendra.
Donc du coup, mon premier souvenir, il date d'hier, donc j'ai pas vraiment de souvenir, j'ai pas d'attache. Je connaissais pas l'existence de ce film avant que tu m'en parles. J'en avais jamais entendu parler et mon premier contact avec ce film, ça a été quand tu m'en as parlé, je suis allé voir, tu m'as dit il est sur Max, donc je suis allé voir et j'ai vu le visuel du truc et je me suis dit oh quel enfer. Et voilà, donc mon premier contact avec ça a été avec ce film, ça a été ça et puis voilà. Et toi, premier souvenir, il est plus lointain? Il est un peu plus lointain, même si je l'ai vu pour la première fois très récemment, du coup, parce que je l'ai vu pour l'occasion je l'ai vu pour ce podcast, je me suis dit que c'était l'occasion. Enfin non, je l'ai vu, et puis je me suis dit, ah bah tiens, ça pourrait être marrant de te le proposer, puisque en plus je me doutais que c'était pas du tout ton type de film. Et moi j'ai pas mal aimé. En fait, mon premier souvenir de ce film, c'est surtout que des amis, pareil, à la fac, m'en ont beaucoup parlé à l'époque. Emery, qu'on t'embrasse. Même si je sais qu'il ne s'en souvient pas parce qu'il n'a pas de mémoire, mais c'est lui qui m'en avait parlé en me disant bah écoute, si t'aimes beaucoup Michael Bay, celui-là c'est marrant que tu l'aies pas vu parce que moi c'est le seul que j'aime, donc c'est le seul en tout cas qui l'appréciait vraiment, donc voilà. Alors c'est un film, on va peut-être quand même donner un synopsis un peu plus un peu plus fourni. C'est une bonne idée, je pense. Voilà. Donc ce film se déroule donc en 2019, je l'ai dit tout à l'heure, et nous présente une humanité qui vit dans un bunker suite à apparemment une contamination. Oui, mais on sait voilà, pas trop c'est pas trop expliqué, mais en tout cas quelque chose qui a décimé, qui empêche de vivre à la surface. Exactement. Ils vivent dans un silo. C'est ça, voilà, un silo. Donc dans cette société, les hommes et les femmes vivent séparés et n'ont pas le droit de trop se rapprocher, et la seule échappatoire pour les gens, c'est l'existence d'une île, voilà, de la fameuse île en question, qui serait le dernier coin de paradis, c'est le cas de le dire, pour vivre, en fait, pour pouvoir survivre à l'extérieur. Voilà. Et pour y accéder, il y a une loterie. Donc c'est en ça. fait, tous les jours, où, a priori, on tire au sort quelqu'un. Pour qu'il y aille. Exactement. Et donc celui qui est sélectionné, il a le droit de quitter cet endroit et d'aller voir l'île. Et donc il y a un espèce de fantasme général. Ils veulent tous y aller, on le comprend. Il y en a, on nous explique assez vite dans l'intro qu'il y en a qui sont là depuis plusieurs années, d'autres depuis quelques mois. Et donc il y a ce truc de... ils ont tous cet espoir d'être tirés au sort. Et il y a voilà, cette espèce d'attente de est-ce qu'on va enfin pouvoir partir de là, quoi. Voilà, et donc tout part de là, et c'est toutes les péripéties qui s'en suivent, puisque le personnage d'Ewan McGregor est le seul à finalement se poser des questions, et c'est de là que tout va partir. Voilà, écoute, on va pas tourner autour du pot plus longtemps. Mon cher Guillaume. Mon cher Bastien. Qu'as-tu pensé de ce film ? Je t'écoute, nous t'écoutons. Non, mais oui, je vais pas faire semblant. J'ai vraiment pas aimé. J'ai pas passé un bon moment devant. Je vais quand même essayer d'étayer pourquoi. Je vais pas dire que c'est un mauvais film fondamentalement. D'abord, je trouve que c'est un film qui a très mal vieilli visuellement, mais comme beaucoup de films des années 2000, je trouve qu'il est ancré dans les années 2000, et c'est toujours assez drôle de regarder un film qui se voulait futuriste au moment où il sort, de le regarder. Nous, à notre époque, on a dépassé le moment du film, parce que je crois que tu disais que ça se passe en 2019. 2019, ouais, c'est ça. Je précise que je l'ai vu en VF, et que dans la VF, il parle de 2015. Donc comme quoi, les mecs sont pas raccords, mais bon, peu importe. Attends, tu me fous le doute là, du coup. Mais peu importe, enfin, je veux dire... Oui, c'est pas très important. Je trouve que le film, voilà, il est vraiment daté visuellement, déjà, alors qu'il est pas si vieux, il a 20 ans, quoi. Pile 20 ans cette année. Donc voilà, et effectivement, tu l'as dit, c'est vrai, mais c'est un peu aussi le jeu, c'est que c'est pas du tout le genre de film que j'aime. Et donc, en fait, j'ai vraiment pas passé un bon moment, j'ai trouvé ça long. Je me suis un peu ennuyé, et pourtant Dieu sait que j'aime Ewan McGregor de tout mon cœur. C'est vraiment un comédien que j'apprécie, notamment dans Star Wars bien sûr, mais je pense au deuxième film de la trilogie Dan Brown qui a été réalisé par Ron Howard, qui s'appelle Ange et Démon, merci. Voilà, donc c'est vraiment un comédien que j'affectionne, mais là, ouais,
j'ai vraiment pas passé un bon moment. Donc voilà, je le dis, c'est la première fois qu'on va faire dans ce podcast un film que j'ai vraiment pas aimé. Mais ça va être l'occasion d'échanger parce que je crois savoir que toi, t'as pas adoré, mais je crois que t'as quand même bien aimé ce film et que si tu l'as proposé, c'est aussi pour ça. Alors oui, tout à fait. En fait, moi, pour le coup, moi, je sais que Michael Bay, j'ai vu la plupart de ses films. Je sais pas tous d'ailleurs. Et moi, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Alors effectivement, je l'aime pas parce que parce que c'est exceptionnel sa façon de filmer, parce que ses scénarios sont extraordinaires. C'est pas du tout pour ça que je l'aime. Moi, je l'aime parce que justement, c'est comment je pourrais le dire. C'est un enfant. Voilà, c'est un enfant à qui on a donné une caméra, parce qu'il vient de la publicité, faut le rappeler. Et c'est un enfant à qui on a donné une caméra et à qui on a dit, bah vas-y, fais tes films comme si tu étais avec tes jouets dans ta chambre, fais des poursuites, fais de l'action, etc. Donc voilà, après je vais pas trop m'attarder sur Michael Bay et sur pourquoi je l'aime autant, mais en tout cas voilà, c'est un réalisateur que j'affectionne. De la même manière que j'affectionne Nicolas Cage, malgré la plupart la difficulté qu'il a eu dans les années 2010 à faire des films marquants. Voilà. Et bon, pour ce qui est de The Island, donc, je l'ai découvert donc, assez récemment, comme je disais, et c'est un film que j'ai pas détesté, je l'ai pas adoré, mais je l'ai trouvé intéressant. Voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant d'en parler parce que c'est un Michael Bay qui est quand même assez sage. Michael Bay, comme on disait, il est très parodié. Dans South Park, voilà, comme on les a cités tout à l'heure, c'est Michael Bay Explosion, bam, boum, 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 badam, boum, boum. Voilà, c'est des explosions partout, c'est ça. Et là, c'est un Michael Bay un peu sage, et je trouve que déjà c'est assez rare pour être noté. Et je le trouve intéressant aussi parce que il y a une symbolique évidemment, comme je disais, qui est très qui est un peu on discutait avant d'enregistrer, qui est un peu craché au visage du spectateur, hein, la survie de l'humanité dépend finalement d'un homme et d'une femme qui se posent les bonnes questions. Mais en même temps, je trouve qu'il nous prend un peu à revers, puisque moi je m'étais dit que ça allait être très simple, ça allait être voilà, ah oui, il faut qu'on sauve le peuple, etc. Parce qu'on est amoureux, ce genre de choses. Je pensais que ça allait être très bas de plafond. Au final, je trouve qu'il y a une symbolique un peu plus forte, et notamment quand ils sortent du silo, parce que finalement ils arrivent à sortir du silo. Et quand ils s'échappent, en fait, ils se rendent compte que l'humanité n'est pas du tout décimée, qu'on leur a menti, et que c'est ça, en fait, moi, qui m'a plu, c'est que, en fait, ils sont élevés. Finalement, c'est des clones. Tous les gens qui vivent dans le silo, voilà, c'est le spoil du film. Ce sont des clones qui sont je trouve plus le mot. Qui ont été créés voilà, oui, c'est ça, ouais, pour servir d'assurance vie, c'est un peu comme ça qu'on les appelle. Oui, c'est ça, ils ont été créés pour remplacer en fait les personnes dont ils sont les clones, si elles ont des cancers, qu'il faut leur remplacer des organes, si elles n'arrivent pas à procréer, ce genre de choses. Et en fait, moi, ce moment-là, quand on le découvre, je m'y attendais vraiment pas du tout, et je sais pas, ça a vachement pris sur moi. J'ai trouvé ça vachement cool. Et puis voilà, c'est là que tu rentres vraiment dans un truc un peu science-fiction, et je trouve que ça marche bien. Donc oui, moi j'ai quand même passé un assez bon moment, et puis voilà, on retrouve un peu les gimmicks de Michael Bay quand il se lâche avec les courses-poursuites, ce genre de choses. Moi ça me plaît bien. Et en ce qui concerne les FX, ils sont de leur époque. Ça m'a pas, je les ai pas trouvés moins bons qu'à l'époque. Ils sont à placer dans l'époque à laquelle le film a été fait. Alors pour le coup, je disais que ça a vieilli. Je parle pas tant des FX. Moi, je trouve que c'est l'ambiance générale du film. C'est très années 2000 en fait. Et moi, c'est une esthétique que je n'aime pas dans les films. Je trouve que c'est la période qui a le moins bien vieilli du cinéma de ces 60 dernières années. C'est très personnel ce que je dis. C'est vraiment propre à moi. Je trouve que l'esthétique des années 80, des années 90, c'est quelque chose que j'aime bien voir. L'esthétique des années 2000, j'ai un peu plus de mal. Je fais des généralités, mais je trouve que vraiment ce film-là, je l'aurais vu sans savoir quand est-ce qu'il est sorti, j'aurais dit 2003 quoi. Donc il y a vraiment. T'avais tort, c'était 2005. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a un côté où mauvaise foi. non, mais voilà. Après, là encore une fois, c'est un truc très très personnel.
Après voilà, je répète, hein, moi aussi pour revenir à ce que tu disais, je trouve que le scénario il est pas mauvais. Moi non plus je m'attendais pas à ça. On va peut-être dérouler un peu le scénario de manière un peu plus chronologique, mais je m'attendais pas à ce twist là non plus. Et je trouve que c'est bien amené et tout. Mais voilà, je suis resté un peu en dehors. Le film m'a pas vraiment emmené avec lui. Et on en parlera après, mais moi je trouve qu'au niveau du jeu, des acteurs, je trouve que c'est vraiment pas terrible sur pas mal de séquences, ou en tout cas sur pas mal de personnages. Et donc voilà. Mais encore une fois, je répète, c'est pas un film horrible. C'est juste que moi, c'est pas du tout mon genre de film. Et ajouter à ça la période. Bon, par contre, c'est vrai que je te rejoins sur un truc. Moi, je fais partie des gens qui caricaturent dans mon esprit Michael Bay. J'ai toujours entendu Michael Bay, c'est que des explosions. Bon, bah là, en fait, il y en a pas quasiment. Enfin, il y a très peu. Je trouve que le film, il est très calme entre guillemets. Et t'as l'air de dire que c'est un des rares films où il a cette orientation-là. C'est d'autant plus que si je te dis pas de bêtises, le film sort après Bad Boys 2. Si je te dis pas de conneries, faudrait que je vérifie, on va vérifier en même temps. Et Bad Boys 2 est aujourd'hui encore considéré comme vraiment la quintessence de Michael Bay en termes de Michael Bay exploitation, quoi, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que vraiment c'est le film de tous les excès pour lui. Il est bien sorti après, tu as raison, okay, Bad Boys 2, qui est sorti en 2003. 2003, bah, tu vois, voilà. Et Bad Boys 2, donc c'est pour ça que The Island, oui, paraît très sage à côté de ça. Après, moi, Mais, en fait, Michael Bay, je trouve que ça fait quand même partie de ces réalisateurs qui ont une patte, qui ont quelque chose. C'est-à-dire que je parlais de mise en scène, de cadrage, c'est quelque chose sur lesquels je ne m'attarde pas forcément sur Michael Bay, mais il y a des mouvements de caméra, c'est Michael Bay. Quand tu vois un mouvement de caméra, tu te dis, bon, bah ça, voilà, la caméra qui tourne autour du duo, parce qu'en plus, la plupart de ses films fonctionnent par duo, c'est Michael Bay. Oui, il y a beaucoup de contre-plongées, il a l'air d'être très attiré par ça. Donc effectivement, il y a ses codes, mais je trouve que le film est quand même plutôt... justement, il n'est pas dans l'excès de ce point de vue-là. Je lui fais pas ce non, reproche-là. il reste assez sage, effectivement, hein, comme on disait. Donc voilà. Alors après, effectivement, je parlais de la symbolique, etc. Parce que je vais te rejoindre quand même sur l'esthétique. C'est vrai qu'il a une esthétique quand même très marquée début des années 2000. Ça, je te l'accorde. Ça serait vraiment de la mauvaise foi que de dire le contraire. Après, moi, j'aime bien cette période. Tu vois, contrairement à toi, moi, c'est une période que j'aime beaucoup. Parce que c'était l'époque où mon père achetait pas mal de DVD. C'était les débuts de ces discounts, ces conneries-là. Donc, du coup, les DVD étaient pas chers, etc. Et du coup, j'ai vu plein de films qui avaient cette esthétique-là. Et c'est un peu... Alors, c'est pas comme ça que je me suis fait mes goûts cinématographiques, hein. Ils étaient déjà un peu faits avant, je pense. Et surtout, ils se sont beaucoup plus faits après. Mais disons que ouais, c'est une esthétique que j'aime. Alors effectivement, tout ne fonctionne pas. Parfois, c'est quand même très laid, faut dire les choses, même pour l'époque. Bonjour Next avec Nicolas Cage. Mais ça fait partie du truc. Tu vois, moi par exemple, le film, tous ces films un peu de science-fiction qui ont une esthétique assez bleutée, ce genre de choses. Moi je sais que ça me fait penser, alors là je vais me faire des ennemis parce que comparer The Island à ce que je vais dire, c'est voilà, mais Bienvenue à Gattaca, qui est un film de science-fiction qui je crois qui est pareil, qui est début des années 2000 avec Ethan Hawke. Et ben moi je trouve qu'il y a une réflexion qui est similaire dans The Island, et même si The Island s'en écarte énormément, mais bon, Bienvenue à Gattaca, on aura peut-être l'occasion d'en parler un jour. Et je pourrais peut-être contredire ce que je suis en train de dire, mais voilà, parce que là je parle vraiment en termes de souvenirs et ça fait très longtemps que j'ai pas vu Bienvenue à Gattaca, mais voilà, ouais, l'esthétique bleutée. Il y a aussi le film Paycheck avec Ben Affleck et Uma Thurman ça m'a fait beaucoup penser à ce film pour le coup. Tu l'as vu, Paycheck? Oui, Paycheck, c'est un film que j'ai vu il y a longtemps, que j'avais plutôt bien aimé à l'époque quand il est sorti, mais quand j'ai vu The Island, c'est un des films auxquels j'ai pensé parce que j'ai un souvenir de Paycheck encore aujourd'hui. Voilà, tu parlais d'esthétique froide, bleu-vert, avec un éclat énorme dans l'image, il y a très peu de zones de flou dans l'image, beaucoup de zones de netteté. C'est très années 2000 ça aussi, je trouve. Et oui, je me suis fait la réflexion, donc je te rejoins sur Paycheck. Ah bah merci, mais je savais pas que tu l'avais vu Paycheck, tu vois. Je l'ai vu il y a très longtemps, je m'en souviens très peu. Et t'avais aimé, tu te souviens avoir aimé? Je me souviens avoir aimé, et je me souviens avoir vu ça. Je vais parler de mon père à chaque épisode, c'est terrible. Ouais, parce que mon père avait aimé ce film, m'avait dit il faut qu'on le voie, et
voilà, je fais une anecdote, une digression, mais on avait eu tellement de mal à le trouver parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les plateformes, donc comme tu dis, on achetait des DVD et on avait fallait galéré venir chez Bastien. Bastien l'avait en DVD. Et ben à l'époque, on n'y a pas pensé et voilà. Mais tu disais en plus, on a construit notre filmographie sur cette période-là, mais je te rejoins aussi là-dessus. C'est un peu dû à notre âge, à notre génération. On est né au début des années 90, donc on a vraiment commencé à s'intéresser au cinéma au sens d'un intérêt un peu plus important que juste regarder des dessins animés ou juste des films pour passer le temps quand on était ado. Donc effectivement, la période entre 2000 et 2010, on a consommé beaucoup de trucs de cette période. Et je dis pas, il y a des très bons trucs. On parlera sans doute des Spider-Man de Sam Raimi un jour, par exemple, qui je trouve... Par exemple, ces films-là n'ont pas du tout une esthétique années 2000. Oui, mais alors après, je pense qu'il y a aussi là on parle pas du tout du film, mais c'est pas grave. On va y venir un peu, non, quand même. Mais je pense que cette différence-là, elle se fait notamment par le fait que c'est, tu vois, que ce soit Paycheck ou The Island, c'est des films qu'on peut catégoriser science-fiction. Ouais. Et du coup, l'esthétique bleutée, très nette, etc., c'est propre, je pense, aux films de ce type. Je suis d'accord. De ces années-là. C'est-à-dire qu'effectivement, la trilogie, et notamment Spider-Man 1 et 2, parce que le 3, c'est 2007, si je te dis pas de bêtises, ouais. Ce sont des films de super-héros, donc l'esthétique, la colorimétrie va pas du tout être la même. Je suis d'accord. Je te rejoins là-dessus. Donc voilà. Écoute, on va essayer de dérouler un petit peu le film chronologiquement, comme tu disais. Du coup, donc le film commence avec une mise en contexte, une mise en situation. On nous explique le synopsis qu'on vous a donné tout à l'heure. Et ça commence en fait avec le personnage de Ewan McGregor, Lincoln avec un chiffre, mais j'ai oublié son chiffre, qui fait un rêve dans un bateau avec Scarlett Johansson. Et finalement, il se fait plus ou moins noyer et tuer, et il se réveille. Il se réveille dans son lit. Il se réveille dans une chambre blanche, immaculée, et on comprend très vite que tous les hommes vivent dans le même type de chambre, et à la différence près que lui, quand on lui donne ses vêtements, dans les tiroirs qui s'ouvrent, etc., apparemment, c'est le seul à se dire ça serait peut-être bien de porter autre chose que ce qu'on me donne là. Je crois qu'il lui manque une chaussure, quelque chose comme ça. Enfin, il y a déjà des questions qui se posent. Et donc, suite à ça, ils rejoignent à la cantine. Et à la cantine... ah oui, parce que ça, je ne l'ai pas dit. Avant de sortir de son appartement, il y a une chose qui se fait automatiquement, c'est qu'on lui dit ah ouais, il faut que tu manges mieux, parce que tu risques de faire du diabète ou des conneries comme ça. Et quand il descend à la cantine avec tous ses collègues hommes, à la cantine, la cantinière lui dit non mais je peux pas te donner ça parce que ça marche pas comme ça, tu vas être malade ou je sais pas quoi. Et donc déjà là on voit, on nous présente une société qui est complètement aseptisée, qui est complètement contrôlée, comme beaucoup de films de science-fiction. Le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, et puis le parallèle aussi avec 1984 est relativement facile, puisqu'ils sont vraiment surveillés jusque dans leur santé à ce moment-là. Donc voilà, et c'est là qu'on voit donc le personnage de Scarlett Johansson, qui a l'air d'être comme lui, à la différence près qu'elle est très bien elle se questionne pas sur le pourquoi du comment, quoi. Oui, et globalement, tous les gens qu'il y a autour de lui, on voit bien que ils ont certains un petit peu marre d'être là, mais globalement, ils vivent pas mal la vie qu'ils ont. Et en fait, on va vite comprendre, tu l'as dit, que lui, il se pose des questions, il s'interroge sur certaines choses qui se passent alors que les autres ne le font pas. Et on va rapidement comprendre que c'est pas un comportement normal. Donc, ils sont suivis par des médecins. C'est ça, ouais, donc tout à fait. Le médecin en chef, qui est joué par le comédien qui joue Boromir. Sean Ben. Voilà, merci, je retrouvais pas son nom. Ça m'a fait drôle de le voir là, je l'ai pas reconnu tout de suite. Au début, je me suis dit, mais je le connais ce gars-là. Ah bah oui, quand même. Et vraiment, il y a cette première scène où on comprend que lui il se pose des questions et qui remet un peu en cause. Et le médecin lui dit mais c'est normal, il faut pas vous inquiéter, vous êtes très intelligent. Il y a un peu ce truc, comme tu dis, de société sous contrôle où on vous explique que il faut pas vous en faire, faut faire confiance, quoi. C'est ça. Et donc on comprend que lui il a pas l'air de s'éclater et qu'il a l'air de remettre un peu en question. Et surtout on voit que lui il a l'air d'avoir une attirance quand même pour
le personnage de Scarlett Johansson. En tout cas, semble apprécier sa compagnie, être avec elle. Et déjà à ce moment-là, la première fois qu'ils discutent ensemble, ils ne font que discuter. On leur demande de s'éloigner. Et C'est ça, ils sont trop proches. Voilà, il y a une volonté aussi d'éviter qu'il y ait un rapprochement trop important entre les personnages. Et on va voir que ça va avoir son importance dans le reste du film. C'est ça, tout à fait. Et donc suite à ça, suite à son rendez-vous avec le docteur, il lui dit qu'il a rêvé de quelque chose. Et le médecin joué par Sean Ben se dit que ce n'est pas normal. On le comprend nous en tant que spectateurs. Lui, il repart, Ewan McGregor un peu tout seul, etc. à son travail, un travail qui est similaire à... Ils ont tous le même travail en fait. Ils ont tous un travail similaire qui est de nourrir des espèces de tentacules. À ce moment-là, on ne sait pas du tout ce que c'est. Mais sans savoir à quoi ça sert. Mais ils le font quand même. Donc l'appareil ça peut être un espèce de travail à la chaîne qui est complètement abrutissant, mais c'est pas grave, on est heureux d'être content, quoi. Ouais, exactement. Et c'est dans cette séquence qu'on va voir l'arrivée d'un nouveau, parce que quand ils sont en train de travailler à la chaîne, il y a quelqu'un qui arrive dans l'usine et qui donc est un adulte, évidemment, on lui donne bien une quarantaine d'années. Et il a l'air complètement idiot. Enfin, en tout cas, il a l'air retardé. Parce qu'on voit bien qu'il comprend pas. On lui demande à ce moment-là, il est censé mettre avec une aiguille, une espèce de pipette, un liquide dans un contenant, et il n'arrive pas à viser le contenant. Et on voit bien que on comprend pas trop pourquoi lui il a du mal alors que les autres ont l'air d'y arriver. Mais il y a un personnage qui fait la réflexion à Ewan McGregor. Putain, j'espère qu'on n'était pas tous comme ça quand on a commencé. Donc ils ont quand même l'air d'avoir conscience que après cette contamination, puisque c'est ce qu'on leur vend comme scénario, ils sont revenus un peu débiles, quoi. Oui, et là, ils arrivent et donc on leur explique. Les survivants sont redevenus, ont régressé en fait. Exactement. Et il y a un peu ce truc de, semble-t-il, ils ont dû passer par une case de réapprentissage des choses basiques. Il a pas l'air de savoir communiquer, manipuler des objets. En fait, on dirait un enfant, basiquement. C'est ça. Oui, c'est clairement ça, et c'est ce qu'on va découvrir après, puisque suite à ça, en fait, on comprend que Ewan McGregor, alors il arrive à demander une clé pour aller chercher, apparemment, il a trouvé une raison pour aller dans une pièce chercher quelque chose. Il a demandé la clé à son supérieur, qui est donc lui un des médecins en chef aussi. Et il va rencontrer, donc il va rejoindre un personnage qui a l'air d'être un mécanicien, on ne sait pas trop, un mec de l'entretien en tout cas, et qui lui, pour le coup, vit dans un monde complètement de machines, de tuyauterie, de plomberie, de soudure, enfin vraiment de... Et du coup là, pareil, la différence entre Ewan McGregor et lui, même jusqu'au physique, va être assez flagrante. Et ce personnage-là, joué par Steve Buscemi, explique des choses à Ewan McGregor, et on comprend que c'est lié à cette relation amicale qui fait qu'Ewan McGregor se met aussi à se poser des questions, à réfléchir sur sa situation, mais pourquoi toi tu as l'air de connaître des choses que moi je ne connais pas, donc voilà. Et en rencontrant ce personnage, suite à cette rencontre, en fait, c'est là que va y avoir le premier gros truc du film. Ewan McGregor va voir un papillon. Et lui, c'est la première fois qu'il voit quelque chose d'extérieur, et quelque chose qui n'est pas humain. Et du coup, il va décider de le prendre avec lui. Et suite à ça, il va le suivre pour comprendre d'où il est venu, parce qu'il a quand même réussi à garder la clé de son chef, la clé d'accès, voilà, c'est ça. Il a réussi à la garder parce qu'on ne l'a pas dit, mais à ce moment-là, il y a une femme enceinte qui est sur le point d'accoucher. Et c'est tout ce qui découle de cette situation qui fait que Ewan McGregor peut prendre la clé, etc. Et on précise que dans cet univers-là, les femmes enceintes ont automatiquement le droit de rejoindre l'île. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin d'être tirées à la loterie. Quand elles accouchent, on leur promet, vous allez aller vivre sur l'île avec votre enfant. C'est ça. Et donc du coup cette femme est emmenée, et donc Ewan McGregor, pendant ce temps-là, lui, suit le papillon, finalement. Et il arrive dans un hôpital. Et là, en fait, il découvre que la femme enceinte, une fois qu'elle a accouché, on la tue, tout simplement. Et on donne son bébé à la même personne, qui est en fait donc la personne dont elle était le clone.
Et donc, du coup, là, tout s'enchaîne et Ewan McGregor est complètement paniqué et décide donc de s'enfuir avec Scarlett Johansson puisque elle-même a gagné à la loterie. Hein, ça a été fait par le personnage de Sean Penn pour justement éviter que Ewan McGregor et elle se rapprochent de trop et réfléchissent et pensent par eux-mêmes finalement. Et du coup, à ce moment-là, donc il va aller la récupérer le matin où elle est censée quitter l'île, puisque lui il comprend que en fait il y a pas d'île et que quand elle va sortir, elle risque de mourir. Il faut dire que en parallèle de l'accouchement, il assiste aussi à un gars qui se fait opérer pour se faire retirer le foie, un ouais, organe, absolument. ouais. Ah, oui, t'as raison, c'est le foie. Sauf qu'il se réveille pendant l'opération, il essaye de s'enfuir. Finalement, il est récupéré. Ewan McGregor, il assiste à ça. Donc il est un peu déguisé, il a une espèce de blouse de médecin, ce qui fait qu'on ne comprend pas qu'il fait partie des gens d'en bas qui sont pas censés sortir, donc on le laisse assister un peu à ce qui se passe, et donc lui il comprend que quand elle va sortir, en fait il y a de grandes probabilités qu'elle se fasse tuer, en tout cas il comprend qu'il n'y a pas d'île, donc il retourne, il enfreint d'ailleurs le règlement parce qu'il rentre dans la zone des filles, ce qu'il n'a pas le droit de faire, et il va la chercher et il s'enfuit. Moi à ce stade-là, je trouve que c'est un des premiers trucs où le film m'a un peu laissé de côté, c'est que pour moi je trouve que ça marche pas parce que on est dans un truc ultra contrôlé. Donc d'abord il arrive à monter, bon ça pourquoi pas. Une fois qu'il est là-haut et dans les caméras de surveillance, il est repéré. C'est-à-dire qu'on finit par comprendre qu'il y a un mec qui vient d'en bas qui est là-haut. Et donc ils savent pertinemment qui c'est puisqu'on voit son visage, ils le diffusent sur les écrans en bas, ils se disent attention contamination pour pas faire paniquer les autres. Et en fait le gars il arrive à aller la chercher. Donc c'est-à-dire il va dans une zone, il n'a pas le droit d'aller. De la prendre avec lui, de la convaincre, alors qu'elle, a priori, elle se pose assez peu de questions par rapport à lui. En tout cas, beaucoup moins. Elle n'est pas à ce stade-là. De l'emmener, et ils arrivent à sortir. Pour moi, ça tient pas. Enfin, je veux dire, ils sont quand même dans un truc ultra contrôlé. Alors après, encore une fois, je m'attarde sur des choses, mais c'est un des premiers trucs dans le film, et ça explique aussi pourquoi j'ai pas nécessairement aimé, où je me suis dit, bon bah c'est dommage parce que j'aime bien l'idée, moi, comme je suis comme toi. Quand ils sortent et qu'en fait on se rend compte que tout ça est un mensonge, je m'y attendais pas et c'est cool. Mais le fait qu'ils arrivent à sortir, entre guillemets, aussi facilement, parce qu'il y a une espèce de course-poursuite, mais qui est ridicule, où ils sont poursuivis par deux mecs qui sont vraiment des manches, quoi, parce qu'ils ont des armes, pas eux, ils n'arrivent pas à les arrêter. Je me suis dit, bon, c'est un peu con, quoi. Ça casse un peu la cohérence du truc. Oui, je comprends. Après, moi, c'est vrai que je me suis pas du tout attardé sur ça parce que je me suis dit de toute façon, quand tu sais qu'ils sont tous qui sont tous au statut d'enfants qui viennent de naître, peu importe depuis combien de temps ils sont là, parce que finalement ils sont tous là à peu près depuis le même temps finalement, contrairement à ce qu'on veut bien nous faire croire au début. J'ai pas été surpris que personne ne les arrête, en tout cas dans leur entourage. Après, en termes de garde et de la course-poursuite, bon, bah, ça fait partie des gimmicks de ce genre de film. C'est-à dire que si tu les arrêtes maintenant, il y a plus de suite. Mais personnellement, ça m'a pas choqué. J'ai trouvé ça bien foutu. Moi, la course-poursuite, je l'ai pas trouvé plus naze que ça. Pour le coup, j'ai trouvé que c'était assez bien rythmé, assez bien mené. Après, oui, il y a des facilités scénaristiques. Il y a de grosses ficelles, hein, ça de toute façon on peut pas le nier, donc non, puis c'est propre au genre, enfin, encore une fois je répète et je prends des précautions, moi c'est une des raisons pour lesquelles j'aime pas trop ce genre de film. Je suis assez attaché à la continuité, on va dire, dans les films en général et dans la narration, et je trouve que ça, par rapport à ce qu'on nous installe au départ de ce truc ultra sécurisé, quand même, depuis, a priori, c'est le premier à se poser des questions de de tous ces gens qui sont en bas. Et donc tu te dis, bah putain, il y en a qu'un, vous n'arrivez pas à le gérer, quoi. Oui, mais ça, c'est peut-être aussi un peu justifié par la suite, puisque justement, c'est le premier, c'est le seul. C'est-à-dire que c'est une éventualité qu'il n'avait pas du tout préparée, à laquelle il n'était pas préparé. C'est-à-dire qu'on nous explique plus tard... parce que oui, effectivement, au-delà de ce que tu dis, en fait, quand ils arrivent à s'échapper, on reviendra sur ce qu'ils trouvent à l'extérieur, etc., sur le monde qui n'est pas du tout détruit, ce genre de choses. Le patron, là, Sean Penn, fait appel à une société de mercenaires pour les récupérer. Et c'est-à-dire que ils sont complètement dépassés, parce qu'en fait, ces clones ne sont pas censés pouvoir penser par eux-mêmes, ne sont pas censés pouvoir réfléchir. Et donc forcément, à partir de là, bah, tout est possible. Sauf le fait de... C'est une éventualité qui ne devrait pas être possible. Donc pourquoi il n'aurait pas pu, de toute façon, trouver quelque chose
pour pallier à ça, puisque ce n'est pas c'est quelque chose à laquelle eux-mêmes n'y avaient pas pensé. Non, mais là-dessus, je te rejoins. Effectivement, c'est pas complètement con non plus. Je trouve juste que voilà, ils sont deux, ils ont rien, ils connaissent pas le monde extérieur. Et en fait, le film tient quand même sur le fait que pendant longtemps, ils vont réussir à leur échapper. Et je trouve que à partir du moment où ils arrivent à sortir entre guillemets aussi facilement, et c'est un truc qui va durer tout au long du film parce qu'ils vont quand même survivre longtemps, ils vont réussir à échapper à j'allais dire à leur proie, mais c'est l'inverse, à leur chasseur, pendant vraiment toute la deuxième partie du film, alors que bah voilà, ils découvrent l'univers, ils le connaissent pas, et au final, je trouve que voilà, c'est un peu gros, mais après encore une fois, ça fait partie du genre de film, c'est pas, je n'en fais pas un principe absolu, quoi. Non, je comprends. Là, moi, c'est plutôt sur la fin, parce que suite à toutes leurs découvertes, etc., donc Ewan McGregor finit par, je m'avance un peu, hein, mais parce que vraiment, c'est vrai que toutes les péripéties du jeu du chat et la souris sont peut-être pas les plus intéressantes, parce que c'est un peu ça tout le film. Peut-être juste dire, donc tu l'as dit, ils sortent du silo, donc ils découvrent qu'ils vivent dans un silo déjà, parce qu'ils sortent, ils arrivent pour la première fois à l'extérieur, donc ils découvrent que bah en fait il y a un monde à peu près normal autour d'eux. Ils sont dans une forme de désert américain, on sait pas trop où ils sont, c'est pas très clair au départ. Il y a une scène qui est assez marrante où ils s'approchent d'un serpent et ils ont absolument pas conscience du danger parce que bah ils savent pas ce que c'est, et Ewan McGregor s'approche, le serpent les menace, puis il dit il a pas l'air sympa, quoi. Enfin, c'est assez, ça pour le coup je trouve que c'est assez drôle, et c'est plutôt bien amené. Et donc après bah ils vont trouver un moyen, parce que ils voient un panneau route 39 et il a sur lui un truc qui porte aussi, il a un paquet d'allumettes, je crois. C'est le paquet d'allumettes de son, bah justement de son pote entre guillemets, hein, qui travaille dans l'entretien de tout ça, et qui lui pour le coup est au courant. En fait, il travaille à l'entretien du silo. Et c'est ça. Finalement. En fait, on va se rendre compte à ce moment-là, enfin à partir de là, que ce gars-là et d'autres, c'est des gens qui savent très bien que les gens qui sont là-dedans sont manipulés. Donc on va prendre conscience que c'est pas un truc qui est totalement hermétique. C'est-à-dire il y a vraiment des gens qui ont conscience et qui participent à ça, dont ce gars avec qui il est, lui croit-il en tout cas, ami jusqu'à ce moment-là du film. Et donc ils vont suivre la route et ils vont atterrir dans un espèce de bar, de café, et ils vont essayer de le retrouver lui, et ils vont le retrouver. Il y a une scène qui est assez drôle d'ailleurs, parce qu'il le trouve pendant qu'il est aux toilettes. Oui, et toujours très classe chez Michael Bay. Toujours très classe, avec elle qui est au bar, on lui propose à boire et elle dit oui, et on voit bien que les mecs autour voilà, sont assez, ont des intentions peu louables. Et puis et du coup à ce moment-là on va se retrouver chez lui et lui va leur faire des révélations. C'est ça, c'est à ce moment-là qu'il leur dit tout ça, effectivement. Heureusement que tu es là pour mieux situer le film que moi. Moi j'ai tendance à sauter beaucoup d'étapes. Mais oui, donc suite à ces révélations, donc il y a tout un jeu du chat et la souris, comme je disais, qui se met en place, hein, et qui continue en fait, puisqu'il était déjà un peu mis en place avant quand même. Et ils arrivent à échapper à leurs poursuivants. Et ce que je voulais dire, c'est que finalement, Ewan McGregor, on va y revenir, finit par retrouver son... Comment il l'appelle ? Il lui donne un nom, c'est pas son créateur, c'est son... Je me souviens pas. Ah mince, je ne sais plus. Bon, en tout cas, il retrouve la personne dont il est le clone. Et lui, bah, en fait, ne considère pas du tout Ewan McGregor comme un être humain, le considère comme une marchandise, et décide de le piéger. Et là, moi, il y a une scène que je trouve très sympa. Il décide de le piéger pour le ramener aux mercenaires, pour qu'il soit ramené et qu'il puisse finalement le sauver lui. Le commanditaire, je crois on les appelle, son commanditaire, quelque chose comme ça. Et en fait, Ewan McGregor a compris le truc, a compris le jeu très vite, et finalement, suite à une course-poursuite, une énième course-poursuite, finit par faire tuer son commanditaire et rester vivant lui. Et se faire passer pour lui. Et se faire passer pour lui. Et dans ce cas-là, et à ce moment-là, il décide de revenir dans le silo pour sauver tout le monde, en fait, hein, sauver tous les clones. Ouais, absolument. Il va se servir assez habilement de ça. Donc quand ils sont chez lui, il y a ce moment. D'abord, on voit pour la première fois le bateau. On comprend que le bateau qu'on a vu plusieurs fois dans des cauchemars, en fait, le mec, il est designer de bateau, et donc le fameux architecte, ouais, c'est ça. Ouais, architecte. Et donc on voit une maquette du fameux bateau dont il est arrivé avec le nom. On l'a pas dit au début, mais il y a une histoire au départ dans les premiers cauchemars. Il voit un bateau et le nom du bateau, et ce qui interpelle le médecin et ce qui l'alerte, c'est que le nom est en latin. Or il dit ici personne n'apprend le latin, ils connaissent pas cette langue. Oui, c'est vrai, parce qu'on n'a pas dit ça non plus. Il y a plein de choses qu'on a un peu sauté. C'est que quand on nous présente vraiment cette société souterraine de survivants, c'est que
on les voit tous prendre des cours de lecture niveau CP, quoi. Ouais, absolument. Ce genre de choses, ils apprennent à compter sur les mains. Enfin, Ouais, ils comme tu repartent disais, de c'est des zéro. enfants, ils repartent vraiment de zéro, quoi. Et donc là, il comprend pas comment ce gars peut avoir une référence d'un mot latin et même parler d'un bateau et tout. Et finalement, dans l'appartement donc du commanditaire d'Ewan McGregor, on va retrouver ce bateau. Il va lui expliquer que c'est lui qui les design. Et donc, on va se rendre compte qu'à ce moment-là, en réalité, Lincoln, il a un peu malgré lui des souvenirs incrémentés dans son cerveau de son commanditaire. Et tu l'as dit, le commanditaire va décider de les trahir. On a le sentiment il a un peu peur de ce qui se passe. D'abord, il découvre, ça on l'a pas dit, mais les commanditaires ne savent pas que les clones sont des gens qui vivent. On leur fait croire, l'entreprise par laquelle ils passent leur fait croire que c'est des gens qui végètent. Il y a un peu cette idée que c'est pas vraiment des êtres humains qui ont Oui, une c'est vie ça, et des ouais, tout à sentiments. fait. C'est Donc ça. là déjà il se retrouve face à lui, donc il appelle l'entreprise. Dans une scène qui est assez drôle, il utilise ça m'a fait penser à toi parce que il utilise un téléphone Nokia, et si ma mémoire est bonne, tu as eu ce téléphone quand on était ado, et le téléphone sert de projecteur, ce qui est à mourir de rire avec le recul. Et donc il appelle, il dit voilà, je vous appelle, je voulais savoir si c'était normal que j'ai mon clone qui soit assis dans mon salon, quoi. Et donc comme tu dis, il décide de le piéger. Et là où tu as raison, c'est que la scène où ils se retrouvent en fait tous les deux l'un à côté de l'autre, tenus en joue par les mercenaires le chef des mercenaires, ouais. qui ont été embauchés par l'entreprise, et le commanditaire pointe lui aussi son arme sur Ewan McGregor, sur Lincoln, et Lincoln lui va réussir à montrer à convaincre que c'est lui le vrai. Et c'est vrai que cette scène, elle fonctionne assez bien, t'as raison. Et à partir de là, du coup, il prend le contrôle un peu de la situation. C'est ça, il prend le contrôle de la situation, surtout que suite à tout ça, en fait, la décision est prise de tuer toutes les générations de clones, puisque si lui a eu un défaut lors de son clonage, tous les autres doivent l'avoir. Et en fait, lui, c'est pour ça qu'il veut retourner sur place. C'est pour sauver tous ses amis, finalement, hein. Donc, totalement. Et ce qui est assez drôle, d'ailleurs, c'est qu'ils vendent ça, et c'est un peu le message du film, c'est en fait, il y a un défaut de série, quoi. C'est-à-dire, c'est des produits, c'est ça. ni plus ni ça. moins, Ah oui, c'est mais des produits. c'est ça qui Et est il y a qui une est espèce bien. de réunion avec le patron, on imagine les actionnaires, pour dire vous êtes OK pour qu'on ruine 200 millions de dollars, quoi, parce que ça coûte Et très cher. ils en ont absolument rien à foutre. Et ils disent Exactement. bah ouais, allez-y, hein, sur les produits défectueux, c'est pas fameux, quoi. C'est totalement ça. Et voilà. Et d'ailleurs, oui, en fait, c'est vraiment les gens riches, hein. C'est pour ça que son pote qui travaille dans la technique du silo, là, qui leur apprend tout ça, est très pauvre, en fait, etc. Parce que lui, il ne pourra jamais se payer ça. Il vit dans un appartement, limite, c'est un motel. Enfin, c'est ça. Il y a toujours en fait, il y a vraiment ce côté classe sociale. Ouais, qui totalement. est mis en avant, hein, comme beaucoup de films de ce genre. Mais ça aussi, c'est un élément qu'on n'a pas dit au départ, mais c'est à travers cet exemple-là, c'est un film qui est très manichéen. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les gentils, donc les clones en l'occurrence, et ceux qui n'ont pas beaucoup de pognon, typiquement le mec qui les aide, et les méchants, qui sont des gens très riches et très de droite, quoi. C'est vraiment là aussi, c'est propre à ce genre, on retrouve souvent ça. Mais c'est vrai que le film, il est très clair dans sa lecture de ce point de vue-là. Il y a assez peu de nuances là-dessus. Non, il est pas du tout nuancé, c'est clair. C'est comme tu l'as dit, c'est manichéen à souhait. Il n'y a pas de zone grise, quoi. Il y a pas de zone Exactement. d'ombre. C'est les gentils contre les méchants. C'est les sauveurs contre les tueurs. Enfin, c'est tout ça, quoi. Donc voilà. Donc finalement, tout ça se termine par évidemment on s'y attendait, hein, comme on est dans un truc manichéen, par le sauvetage des clones. Et qui sortent dans cette espèce de... Justement, parce qu'ils sont... Je sais plus c'est quel état... Bah si, c'est ça, ils sont à côté de Los Angeles, donc on est en Californie. Et donc, ils sortent dans ce désert rocailleux, tous habillés de blanc vêtu. Habillés de blanc vêtu. Habillés de blanc ou de blanc vêtu, Bastien, merci. Et du coup, il y a un vrai côté exode. Ça se termine un peu là-dessus, quoi. Sachant que le chef des mercenaires se retourne contre Sean Ben, hein, en disant oui, enfin c'est quand même des êtres humains un peu, quoi. Et dans cette séquence-là, il y a un truc qui est intéressant, c'est que pour revenir au symbolisme dont on a un tout petit peu parlé au début, c'est que dans cette scène-là, tous les clones sortent donc habillés en blanc, tu l'as dit, sauf Ewan McGregor et Scarlett Johansson qui eux portent des vêtements civils puisqu'ils sont déjà rentrés dans la vie. Donc en fait, ça fait ce truc de vous sortez, et ça refait écho à la naissance. En plus, vous sortez d'un silo. Enfin, il y a un peu cette imagerie-là. Bien sûr. Vous êtes immaculés, vous êtes des enfants et vous allez découvrir le vrai monde, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, de toute façon, il
il y a une vraie symbolique biblique, hein, pour rentrer un petit peu plus dans le dans le corps du sujet, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le côté Adam et Ève, il y a le côté Dieu, l'homme qui se prend pour Dieu avec Sean Ben, et puis en fait finalement le papillon, c'est un peu la pomme qui fait que Ewan McGregor va se poser va trouver quelque chose. Et puis il y a tout ce côté renaissance, est-ce qu'on peut aller contre sa condition, est-ce qu'on peut il y a la place de la procréation, renaissance comme on disait, voilà, toutes ces choses là. Donc oui, c'est un peu, comment dire, c'est pas subtil, voilà. Ouais, c'est ça. Moi, c'est peut-être le point global, c'est-à-dire que le film manque quand même, je trouve, un peu de subtilité dans ce qu'il essaye de raconter. Et moi, je trouve qu'il souffre d'un autre problème, mais qui est difficilement résolvable au regard de la situation initiale. C'est les deux personnages, Ewan McGregor et Scarlett Johansson, étant des clones. On comprend bien qu'ils sont pas censés. D'ailleurs, on nous dit par exemple qu'ils n'ont pas la notion du sexe. C'est dit à un moment par le docteur. C'est ça, même ouais. s'il y a une scène dans laquelle on va comprendre qu'ils commencent à découvrir ce truc-là, puisqu'ils vont s'embrasser pour la première fois. Il y a une espèce de petite scène autour de ça qui montre que voilà, ils découvrent des choses qu'on ne leur a pas inculquées. Et ça, c'est plutôt intéressant. Mais je trouve qu'un des problèmes résultant de leurs personnages initiaux, c'est que moi, j'ai pas du tout d'attache pour eux, parce que je les trouve extrêmement fades, en particulier Scarlett Johansson. Je dis pas qu'elle joue pas bien, mais je trouve vraiment que je comprends ce que tu veux les dire. personnages, ils sont tellement lisses que j'en ai pas grand chose à faire, quoi. À la limite, le personnage du mercenaire, je trouve qu'il est plus intéressant parce que lui, il a une rédemption. C'est-à-dire qu'au départ, il les chasse et en fait, à la fin, tu as dit, il trahit, il les aide parce que lui considère que finalement, ce qui se passe là-dedans, c'est immoral et que il faut plutôt se ranger de leur côté. Oui, puis je pense qu'il y a aussi un côté, parce que bon, alors c'est voilà, le personnage du mercenaire, du chef des mercenaires, il est noir. Oui. Et lui, ça lui fait penser à la traite. Oui, mais tout à fait. Des Noirs qui a eu lieu pendant toute cette période d'esclavage. Mais et d'ailleurs, etc., on voit bien que dans le parallèle, il est là. Hein. Et puis dans tous les clones qu'on voit, il y a aucun noir. Il y a tout aussi à fait, ce oui, truc bien de sûr. la suprématie blanche et lui, du coup, effectivement, il y a un c'est évident parallèle avec ça. T'as raison. Comme tu l'as dit, c'est les riches blancs qui arrivent à faire à payer pour avoir des clones pour pouvoir continuer de vivre et de vivre et de vivre et de vivre. Exactement, parce que la promesse, c'est en gros, vous allez pouvoir vivre 60 à 70 ans de plus que la norme. Donc c'est vraiment faire perdurer notre existence au-delà du réel et donc rentrer dans la notion divine, ce que tu disais tout à l'heure. C'est la quête de l'immortalité. C'est totalement ça. C'est ça. Mais du coup, je trouve que le film pâtit de ça, c'est que ces personnages-là, non pas que j'ai pas envie qu'ils s'en sortent, mais je m'en fous un peu, quoi. Ils me touchent pas. Et pourtant, je répète, hein, j'adore Ewan McGregor, mais voilà, ce personnage-là, pour moi, j'arrive pas à m'attacher, j'arrive pas à me projeter dans sa quête, même si lui se pose un peu de questions, parce que l'univers est tellement lisse que même quand il finit par le découvrir, j'ai du mal à avoir des éléments d'accroche avec lui. Et je pense que ça joue dans ma perception globale du film, ou parfois dans des films comme ça qui peuvent être manichéens. Enfin, je veux dire, je pense Star Wars, il y a rarement plus manichéen que Star Wars, quoi. C'est les méchants contre les gentils, en tout cas dans le premier épisode, et pourtant on s'attache parce que on arrive à avoir une projection dans le personnage. Et là, c'est vrai que moi j'ai eu vraiment du mal à faire ça, et je me suis pas attaché au personnage, et du coup je m'en foutais un peu de ce qui leur arrivait, quoi. Ouais, non, moi je comprends. Moi, c'est vrai que moi, c'est particulièrement la symbolique. Moi, j'aime bien ces trucs-là, la symbolique les reprises de la Bible. En fait, c'est quoi? C'est la reprise de la Genèse, version moderne, version science-fiction, comme ça. Totalement. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant, ce genre de truc. En tout cas, moi, ça marche bien sur moi. Et voilà, pour moi, c'est la force du film. Pour le coup, c'est son scénario. Même si, effectivement, tu l'as dit, les personnages sont lisses. On a envie qu'ils s'en sortent, mais en même temps, s'ils s'en sortent pas, ça va pas nous changer notre vie. Mais voilà, moi j'aime bien ce côté-là. C'est pour ça que ça m'a plu principalement. C'est pour ça que j'avais envie d'en parler. Alors pas parce que ça parle de la Bible, etc. Hein, pas du tout. C'est juste parce que je trouve que, comme dans beaucoup de films de science-fiction, c'est ce qui est raconté en sous-texte qui est le plus intéressant, plus que les personnages mêmes. Après, voilà, c'est du Michael Bay, c'est pas subtil. Il va pas au fond des choses. Et ça se sent, c'est là que comme tu l'as très bien dit, c'est là qu'est la limite, en fait, hein, c'est dans le traitement de ces personnages. Après, pour revenir un peu plus largement sur le film, moi j'ai trouvé le film un peu long.
Je me suis un peu ennuyé à certains moments. Alors que je m'attendais à tout sauf à ça. Pour le coup, je m'attendais à honnêtement pas être grand fan du genre parce que c'est pas un genre qui m'intéresse particulièrement, mais je m'attendais pas à m'ennuyer et j'ai trouvé que il y a des moments c'était un peu longuet et que le film aurait pu durer 10-15 minutes de moins quoi. J'aurais pas enlevé 2 heures hein, mais je pense qu'il Sinon, il y a plus de film. il aurait pu être un peu réduit pour garder en rythme. Je trouve que le rythme il est assez inégal. Et notamment la première partie. Alors c'est nécessaire qu'on nous instaure voilà ce qui se passe, le fonctionnement, mais je trouve que c'est un peu long, c'est un peu lent, c'est un peu plat j'ai trouvé ça assez inégal en termes de rythme et je me suis un petit peu ennuyé. Moi, tu vois, j'ai pas trouvé justement que c'était trop long, justement le contexte qu'on nous donnait dans l'intro du film, etc. J'ai trouvé que c'était presque trop rapide en fait. Parce que je trouve le film commence par son cauchemar auquel on comprend rien et au final c'est tout de suite après qu'il est reçu par le médecin et que tout s'enchaîne. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Du coup, moi j'ai trouvé que ça prenait presque pas assez son temps en fait au début du film. Ok. Donc, non mais c'est intéressant. Après c'est vrai que il y a aussi ce truc c'est que je me suis dit parce que moi je suis comme toi, j'ai aimé le scénario, la surprise du scénario. Mais j'ai presque trouvé que ce truc-là, il arrivait presque tôt dans le film. En fait, quand c'est arrivé, je me suis dit, mais attends, là, il reste 1h20. Mais qu'est-ce qu'on va foutre pendant 1h20 ? Et vraiment, j'ai eu ce truc de, ça arrive tôt. Et c'est pour ça, c'est un peu paradoxal avec ce que je viens de dire. Parce que je trouve que la première partie, elle est vraiment très calme par rapport au reste. Et je dis pas qu'elle est trop longue, mais je trouve que d'un point de vue du rythme, il y a un delta trop important entre les deux parties du film et je trouve que là où le film aurait pu être raccourci c'est pas tant dans la première partie que dans la deuxième parce que je trouve que ce twist là il arrive à un moment un peu tôt dans le film mais bon après encore une fois c'est du découpage chaque réal a une manière de faire mais voilà ce qui est le plus surprenant ça arrive au début parce que finalement à la fin tu t'y attends vu la forme du film à ce que les gentils gagnent tu sais juste pas comment c'est ça. Alors que la révélation de mais en fait les gars on vous ment depuis le début. Ça c'est cool quoi, ça on le voit pas venir. Non c'est ça, ouais c'est vrai. Je suis assez d'accord, je te rejoins sur le fait que ça arrive un peu tôt dans le film. Après, mais en fait j'ai pas eu le même sentiment que toi, c'est-à-dire que quand c'est intervenu, je me suis fait la réflexion, je fais déjà on apprend ce truc-là maintenant, c'est un gros truc quoi, parce que ça remet en question tout ce qu'on vient de voir. Mais je me suis pas dit oh putain il reste 1h20 parce que comme c'est du Michael Bay je sais que de toute façon j'allais pas m'emmerder qu'il y allait y avoir du Pampan t'es mort qu'il allait y avoir de la course poursuite. Moi c'est des films qui me plaisent. Après c'est vrai que 1h20 de course poursuite c'est un peu long quand même pour Michael Bay. Je veux bien l'entendre, je veux bien le dire aussi. mais bon, malgré ça, je trouve que le film fonctionne quand même très bien. Je trouve qu'il méritait d'en parler parce que c'est un Michael Bay qui est quand même assez sage. C'est loin d'être son meilleur, on est d'accord. Pour le coup, je lui préférerais un No Pain, No Gain à ce niveau-là. Et si tu trouves qu'il y a des problèmes de rythme et que tu as eu le temps de t'ennuyer, un jour on parlera de Bad Boys 2 qui dure 2h30 et qui ne s'arrête jamais. Voilà mon petit Guillaume. Déjà j'ai vu le dernier Bad Boys, je pense que j'ai fait ma part. Je l'ai vu au cinéma en plus. Alors le dernier Bad Boys n'est pas réalisé par Michael Bay. Oui je sais, mais j'ai déjà vu un film de cette saga, ça m'a suffi. Non ça ne suffit pas. Non mais oui on en parlera peut-être un jour. On en parlera un jour, oui. Dernier petit truc, voilà vraiment c'est parce que je trouvais ça marrant de le dire. J'ai vraiment souri dans les plans avec des hélicoptères. Et là pour le coup, sans connaître beaucoup de films de Michael Bay, j'avais déjà vu des images de films de Michael Bay et ça vraiment c'est Michael Bay. Il y a énormément de plans débulés dans ce film. Et ça, c'est un truc qui m'a vraiment frappé dès le début. Je ne sais pas si vous êtes tous à l'aise avec ça, mais le concept, c'est que c'est des plans où la ligne d'horizon n'est pas droite. C'est censé créer un sentiment d'inconfort. Très efficace sur moi. J'ai trouvé ça très dérangeant. Enfin, au sens où ça m'a pas plu, quoi. Et il y en a beaucoup, et notamment dans les plans de course-poursuite, où souvent, et dans les plans d'hélicoptère, ça m'a frappé particulièrement. Mais ça, je trouve que ça colle parfaitement à son style où souvent on a la caméra, on a l'impression qu'elle est vraiment en diagonale quoi et ça il y en a énormément des plans comme ça et ça pour le coup moi c'est là où j'ai retrouvé la signature de ce que j'avais en tête de Michael Bay, encore une fois sans être un grand connaisseur, mais là je me suis dit ok ça c'est vraiment lui et c'est ce que j'attendais de voir dans le film quoi. Mais ouais c'est très marqué ces trucs là. Je comprends. Moi je veux juste rajouter un dernier truc qui m'a dérangé pour le coup, c'est que on passe d'un truc quand même très futuriste
au début du film. Et dès qu'ils sortent à l'extérieur, on est quand même dans une réalité qui est complètement crédible, qui est pas si lointaine, même encore aujourd'hui. Mais par contre, il y a des espèces de véhicules rétro-futuristes, mais qui dénotent totalement avec tout le reste. C'est-à-dire qu'il y a une poursuite qui se fait avec des véhicules... Avec les motos, là. Ouais, les espèces de motos-jet un peu chelous, mais au milieu de véhicules normaux. Ouais, je suis Et alors, d'accord. je trouve ça très paradoxal avec le fait que le début du film fait vraiment très futuriste et qu'au milieu, quand ils sortent, en fait, tu te rends compte que le monde est relativement normal. Et il y a peut-être aussi quand même même si j'ai beaucoup aimé, il y a un déséquilibre, il faut le dire, à ce niveau-là, je trouve. Voilà, c'était juste pour terminer. Mais je suis d'accord, moi les motos quand elles sont arrivées là, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'a fait penser à un peu à la batte dans The Dark Knight Rises, la gueule des trucs, parce qu'en fait ils sont deux l'un sur l'autre, et en fait c'est des véhicules volants. Mais oui, mais c'est ça. Alors qu'à côté, t'as raison, il y a des véhicules roulants. On voit qu'il y a un espèce, dans des plans larges de la ville, de métro qui est sur un espèce de câble. C'est pas un truc qui vole, mais il est posé sur un câble. Et donc il y a quand même quelques... Je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que c'est... Le monde n'est pas crédible en fait. Ouais, il y a un manque de crédibilité. Et je pense que ça participe aussi peut-être au sentiment de ouais, c'est sympa, mais quand même, quoi. Mais ce qui est assez drôle en fait, c'est que pour le coup, je trouve que ça résume très bien l'état d'esprit début des années 2000. Quand on regarde des films de science-fiction plus des années 70-80 qui montrent les évolutions technologiques, on a des bagnoles volantes partout, je pense 5e élément par exemple, il y a un peu ce truc de on se projette là-dedans, mais en fait au début des années 2000, on avait quand même conscience qu'on n'allait pas y arriver tout de suite. Ouais, et du coup, c'est assez marrant de dire on essaye des trucs, mais en fait on dirait des projets techno qui n'ont pas trop marché, quoi. Genre on a mis ça sur le marché, mais ça n'a pas fonctionné. Et du coup, je suis d'accord avec toi, il y a une forme de paradoxe et ça rend pas hyper crédible ce monde-là. Bah, c'est ça, surtout que tu as des films, moi je pense à iRobot avec Will Smith, Yes. où il y a justement des éléments d'une époque pas si lointaine dans un monde qui est complètement futuriste, mais c'est crédible, ça marche parce que tout est à peu près à la même échelle, si tu veux. Oui, je vois ce que tu veux dire. Là, ça m'a sauté aux yeux, j'ai fait mais pourquoi eux ils ont des motos volantes super cool et pourquoi qu'est-ce que ça fout là en fait? C'est très étrange. Ouais, non, je suis d'accord, c'est pas hyper cohérent, mais en même temps, voilà, ça fait aussi partie du charme du truc, enfin du charme. Oh là, attention, qui tu te pas contredis. opéré sur moi, je répète, mais voilà. Moi, je trouve qu'il faut le voir parce que voilà, je le trouve très sympa. C'est un Michael Bay qui est très sage, de la même manière que Tarantino. Quand on a parlé de Inglourious, c'était le Inglourious, pardon. Quand on a parlé de Inglourious, c'était le Tarantino peut-être le plus accessible. Je trouve que alors je dis pas que si vous aimez pas Michael Bay, vous allez adorer Michael Bay avec ce film, loin de là. Regardez encore une fois plutôt No Pain No Gain. Mais par contre, je trouve qu'il est quand même très cool, qu'il fonctionne bien malgré tout. Oui, même puis, s'il y a de grosses ficelles, honnêtement, c'est voilà. Et puis bon, on va dire cette phrase qui est un peu une phrase à la con qu'on sort dans ce genre de situation, mais c'est vraiment le genre de film. Si voilà, Michael Bay, c'est pour pas se prendre la tête. Oui, c'est du divertissement. C'est du divertissement, c'est 100%. Du grand divertissement. Voilà, c'est spectaculaire. Après, effectivement, moi je répète, je connais très peu sa filmo, mais peut-être que c'est une bonne introduction à Michael Bay parce que c'est pas totalement excessif. Et puis c'est toujours assez marrant quand même de voir des films d'anticipation et qui datent d'une époque qu'on a et qui relatent une époque que nous on a dépassée aujourd'hui. Ouais. C'est toujours marrant de confronter ce qu'on avait imaginé avec ce qui existe vraiment. Et on peut faire un petit parallèle d'ailleurs avec la réalité. On n'en est évidemment pas à ce stade, mais il existe des entreprises qui proposent des services de cryogénisation pour les gens. Donc en fait, alors ça coûte extrêmement cher, mais c'est des vraies boîtes. Il y en a aux États-Unis, il y en a en Suisse aussi, où en gros vous avez des hôpitaux, des cliniques privées dans lesquelles vous venez finir votre vie, et au moment où vous êtes mort, à l'instant même, vous êtes foutu dans une espèce de capsule de cryogénisation qui promet de vous conserver à un état parfait et de potentiellement vous réveiller si on en trouve la techno. Et c'est assez marrant parce que c'est un autre stade, mais comme quoi aujourd'hui, il y a vraiment des gens qui croient à ça. Ça coûte des millions de dollars évidemment, mais je trouve que c'est intéressant de se dire il n'était pas si loin de la réalité au final. Oui, non, de toute façon la quête de l'immortalité chez l'homme, je pense que ce sera toujours c'est ce qui régit les sciences et les manières de faire aujourd'hui à ce niveau-là, ce que tu viens de dire, la cryogénisation, ce genre de choses. Donc voilà, écoute, juste pour terminer, pour The Island, de toute façon c'est un film qui emprunte à pas mal
d'autres films qui sont bien meilleurs que cette époque, hein, notamment le côté que finalement les clones sont là, ce sont des clones mais qui sont prélevés par des machines, qui sont élevés par des machines. On peut pas ne pas penser à Matrix qui était sorti en 99 déjà. Donc voilà, ça emprunte une imagerie à beaucoup de choses. C'est pas le meilleur, c'est pas le moins bon. C'est un film très sympathique. Il fait une soirée. Moi, je vous le conseille. Voilà. Bah moi non, mais après voilà. Non, mais honnêtement, voilà, je pense que si vous aimez pas ce genre, ce qui est mon cas, bah ça va pas trop vous réconcilier avec. Maintenant, et potentiellement, c'est un bon moyen de découvrir le cinéma de Michael Bay. Très bien. On va s'arrêter là pour The Island. On va vous remercier de nous avoir écoutés, puis vous teaser un peu le prochain film. Le prochain film, on va parler d'un truc qui n'a rien à voir, et je ne donnerai qu'un seul indice. C'est ce film, c'est un film dont on a beaucoup entendu parler en France, parce que c'est un film qu'on a attendu très longtemps. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais je pense que c'est un bon indice. Oui. On est d'accord ? Oui, c'est un bon indice. J'en dirai pas plus non plus parce que j'ai pas très envie d'en parler. Et je pense que dans le prochain épisode, ça va peut-être être l'inverse. C'est-à-dire qu'il va avoir beaucoup moins aimé que moi. Voilà. Il y a moyen que je sois moins attaché au film que toi. Oui, ça, c'est lui sûr. Qui va faire le ronchon et moi qui vais faire le mec qui aime bien. Ça va être très rigolo. En tout cas, on vous dit à la prochaine. Ouais. Et merci de nous avoir suivis jusque-là. Merci à tous et rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. À Salut. bientôt.